Merci. On va attaquer la dernière intervention qui va concerner donc les besoins en données environnementales dans les bassins versants à travers l'exemple du bassin versant de l'Elorn. Et c'est Philippe Masquelier qui est responsable du contrat DRAD à Brest Métropole Océane qui va nous présenter. Ok. Bonjour. Alors, comme ça. Ouais, super. Alors, je vais en fait parler à deux voix tout seul ce matin, puisque je suis à la fois à la direction de l'écologie urbaine de Brest Métropole Océane et directeur du syndicat de bassin de l'Elorn, qui est un établissement public territorial de bassin qui notamment a en charge les questions de qualité d'eau et des milieux associés sur le territoire d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Donc je vais partir sur les besoins en données sur l'eau. Alors ils sont extrêmement importants, extrêmement variables, donc je vais rester très vague en général. Je vais prendre l'exemple du SAGE de l'Elorn, schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Un SAGE, c'est un petit peu un plus de l'eau. C'est un outil de planification de la politique de l'eau sur un territoire hydrographique cohérent sur une période de 5 à 10 ans. Donc, pour élaborer un SAGE, on a besoin d'énormément de données pour faire l'état des lieux, notamment, et pour essayer de diagnostiquer les problèmes qu'on a sur le territoire. Donc on a eu besoin de récupérer beaucoup de données pour l'état des lieux du territoire du SAGE. Et puis on en a besoin dans un second temps, lorsque le SAGE est approuvé, pour essayer de suivre et d'évaluer les actions. Donc on a mis en place sur le territoire un tableau de bord qui, pour chaque, enfin pas pour toutes, mais la plupart des prescriptions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, établit un certain nombre d'indicateurs et essaye de suivre année par année l'évolution de ces indicateurs pour donner à la commission locale de l'eau, qui est l'instance qui pilote ce schéma, une vision assez claire du niveau de réalisation des préconisations du SAGE. Donc les données dont on a besoin pour la mise en œuvre de ces SAGE, et de tout programme lié aux questions de l'eau en général, ce sont des données sur l'eau, alors des données quantitatives. Parfois on a besoin de données de façon très urgente. Par exemple, cette année on a eu besoin de données quotidiennes pour suivre l'évolution de l'eau dans les cours d'eau, même si on n'a pas eu l'impression, on est dans une année de très grande sécheresse. Et on a eu besoin de suivre l'évolution des eaux dans les cours d'eau, notamment pour adapter les prises d'eau et les prélèvements en eau potable pour alimenter les populations, tout en laissant suffisamment dans les rivières pour que la vie piscicole, la vie en général dans les rivières puisse se dérouler dans de bonnes conditions. On a besoin également de données qualitatives, alors en eau douce, pour suivre la qualité de nos rivières, en amont ou à l'aval de secteurs plus ou moins impactants en termes de qualité, secteur agricole, secteur urbain, secteur industriel. Donc on a besoin d'énormément de données. Alors il y a des données physico-chimiques, la plus connue c'est les nitrates, mais on a besoin aussi de données sur le phosphore, sur les métaux lourds, sur un certain nombre d'indicateurs qui nous donnent un état physico-chimique, pesticides par exemple, de nos cours d'eau. On a besoin également de données qualitatives sur les eaux marines, puisque les SAGE sont des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, mais qui dit eau douce dit aussi, et notamment en Bretagne, littoral, très proche, avec un impact qui peut être important de nos eaux douces sur les eaux littorales. Ce sont les eaux issues de des villes, les eaux de ruissellement, les eaux usées, etc. Mais c'est aussi les eaux de nos rivières qui charrient un certain nombre de nos pollutions et qui impactent sur les données, la qualité des eaux. Donc on a besoin aussi de pas mal de données des eaux marines et littorales. On a aussi des données sur les milieux et sur le territoire.
Par exemple, on a besoin de connaître un petit peu les zonages des documents d'urbanisme, savoir comment ils évoluent, les zones imperméabilisées, les zones urbanisées, les zones agricoles, les zones, enfin, comment tout ça, les zones naturelles, comment tout ça se traduit sur le territoire, parce que ça aussi, ça peut avoir un impact sur la qualité des eaux, mais aussi sur les milieux aquatiques et les milieux associés à l'eau. On a parlé tout à l'heure des zones humides, on parlait des cours d'eau, on peut parler de tout ce qui est zone littorale. On travaille aussi sur les zones à risque de pollution, les zones d'activité, les zones industrielles, les données sur les habitats et les espèces patrimoniales, les données qu'on peut avoir par Natura 2000 ou par d'autres biais. Je vois des conservateurs botaniques de Brest qui sont de grands secours sur le territoire. Sur les espèces invasives, que ce soit des espèces animales ou végétales, des espèces terrestres ou marines, ça a aussi des impacts sur la biodiversité du territoire. Les zones humides, des inventaires, de bocage, de cours d'eau, des obstacles à la libre circulation des poissons, des données sur l'agriculture, quel type d'agriculture on a sur le territoire, est-ce qu'on est plus sur des zones d'élevage, plus sur des zones de grande culture, plus sur des zones de légumes, légumières, etc. Et puis tout ce qui est lié au captage, etc. Donc on a besoin d'énormément de milieux pour essayer d'avoir un état des lieux le plus exhaustif possible. Alors l'exhaustivité totale étant impossible, on n'y arrive pas non plus, mais on essaye d'être le plus exhaustif possible sur nos territoires. Et enfin, on a besoin de données sur les actions qui sont mises en œuvre sur le territoire. Par exemple, les travaux d'assainissement qui ont été mis en œuvre sur le territoire. Est-ce qu'on a mis en place des travaux sur les réseaux d'assainissement, sur les stations d'épuration, sur les conformités de branchement des particuliers au réseau d'assainissement, également sur tout ce qui est assainissement non collectif, puisque l'assainissement a un impact très important, peut avoir un impact très important sur nos milieux. L'intégration des inventaires, par exemple, on a parlé tout à l'heure de zones humides, mais les inventaires de cours d'eau, les inventaires de zones humides, les inventaires aussi d'espèces, les inventaires SNIEF, zones naturelles d'intérêt faunistique et floristique, les ICO, les zones d'intérêt pour les oiseaux, etc. Donc tous ces zonages naturels, est-ce qu'ils ont bien été pris en compte dans les documents d'urbanisme et comment ils ont été pris en compte? Donc ça c'est important à savoir parce que ça va générer derrière aussi de la préconisation au niveau du sage vers les collectivités. Et puis par exemple tout ce qui est programme agricole, bocager, la reconstitution de bocage, est-ce qu'on met en place des programmes agricoles pour améliorer la situation sur certains paramètres? Donc tout ça c'est des choses qu'on doit essayer de récupérer pour voir un petit peu au fur et à mesure comment évolue notre territoire et si les préconisations qui ont été faites sont bien mises en œuvre. Alors, l'accessibilité de la donnée est quelque chose qui a été très prégnant dans les années 90 sur notre territoire, puisque avant 2000, en fait, sur le territoire de la rade de Brest, Brest Métropole Océane a mis en place ce qu'on a appelé le contrat de baie de la rade de Brest, qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place, entre, je dirais, 92 et 98, parce que notamment, beaucoup d'informations sur la qualité des eaux, la qualité des milieux, étaient soit totalement inexistantes, soit elles étaient très difficilement mobilisables, parce que les données étaient disparates, elles étaient produites par des organismes divers et variés, pas facilement accessibles, il fallait des conventions, ou alors les données n'étaient pas disponibles, enfin c'était toujours très difficile. Il y a des données qui étaient souvent manquantes, et puis des données qui étaient redondantes, des organismes qui faisaient les mêmes prélèvements sur le même point avec les mêmes paramètres suivis. Il y avait parfois que le jour qui changeait, et encore des fois elles étaient faites le même jour. Et donc ça a montré un vrai besoin de créer un outil qui soit capable d'essayer de coordonner et d'avoir une certaine cohérence des données sur les bassins versants de la rade de Brest. Donc un outil a été créé. Alors il y avait un site internet grand public, on n'avait pas de données brutes, il avait été décidé que les données brutes ne seraient pas accessibles au grand public pour diverses raisons par différents partenaires de ce site. Et puis on avait un site extranet, un site partenaire, donc il fallait y rentrer avec un code d'accès. C'était le site extranet du contrat de baie de la rade de Brest qui s'appelait le réseau RAD.
qui n'était accessible que pour les institutionnels, les partenaires, donc il n'était pas accessible pour les bureaux d'études. Par exemple, quand un bureau d'études voulait faire une étude sur un cas particulier sur notre territoire, il fallait qu'il demande l'autorisation, qu'on lui fournisse la donnée, etc. C'était compliqué. Il n'était pas disponible pour les associations, c'était pas disponible pour beaucoup de gens et pour le grand public. En 2006, on a pratiqué une refonte de ces données. Allons bon. Donc on a un seul site internet depuis 2006 qui regroupe des informations pour le grand public, des données, des informations pour les partenaires, et toutes les données, qu'elles soient brutes ou valorisées, sont d'accès libre. Donc ce qui est très pratique, mais du coup ça donne aussi un petit peu le vertige parce qu'il y a beaucoup de données et c'est pas toujours très facile d'accès. On va essayer l'année prochaine de le rendre plus accessible, mais c'est pas toujours facile. Donc les données, je vais faire un autre classement des données dont on peut disposer ou avoir besoin. Ce sont les données produites en interne. Donc je vais essayer, je vais voir si ça marche, de nous envoyer sur le site internet. J'ai encore quelques minutes. Ça marche pas. Donc on a un onglet sur l'eau avec un accès aux données, soit par les cartes, soit en sélectionnant les réseaux. Il ne veut pas y aller, donc vous me croirez sur parole. Et donc on a un certain nombre de données qui sont produites en interne. On est nous-mêmes producteurs de données sur les bassins versants de la rade de Brest. On produit de la donnée sur des cours d'eau, les principaux cours d'eau qu'on suit. Qu'on suit, voilà le site. Alors non, je voulais faire autre chose avant. Je voulais vous montrer qu'on peut trouver à la fois de la donnée brute et de la donnée, on va dire, un peu valorisée. On a des cartes qui sont disponibles. Une carte des derniers prélèvements, par exemple, les derniers prélèvements qui ont été faits sur le territoire. On va choisir ces paramètres. Et on va choisir la période à laquelle les prélèvements ont été faits. Alors là, il n'y en a pas beaucoup, mais un mois sur deux, on en a plus. Parce qu'on a tous nos points qui sont suivis. Tous les 2 mois, tous les points sont suivis. Et tous les mois, par contre, seuls les points exutoires sont suivis. Donc on a tout un tas de paramètres qui sont suivis. On a des cartes de qualité donc par mois qui sortent automatiquement, enfin presque. Et puis on a des données qui peuvent être valorisées en fonction d'un certain nombre de critères. On a un observatoire de la qualité des eaux qui va nous donner des données valorisées annuellement avec quelques analyses sur la qualité de l'eau. Et puis, c'est un petit peu lent, mais c'est pas grave. Et puis on a un accès aux données brutes. Je voulais juste vous montrer ça, après on reviendra sur le diaporama. Voilà. Et où on a, à partir d'une carte, qui nous donne tous les réseaux, et là j'anticipe sur la diapo suivante, on a nos propres réseaux d'acquisition de données, qu'on appelle le réseau RAD, et puis on a un certain nombre d'autres réseaux. Alors vous verrez des noms qui sont plus d'actualité, comme la DAS, comme la DAF, donc on est en train de la DDE, mais le problème c'est qu'il y a des réseaux anciens qui nous sont encore utiles aujourd'hui. On ne peut pas appeler les réseaux. On a des réseaux qui étaient anciennement portés par la DDE ou par la DAF ou par la DAS, qui ne sont aujourd'hui plus portés par la DDTM ou par l'ARS. Donc on est obligé de garder quand même ces anciens noms parce que les réseaux, même si c'est des données historiques, elles peuvent être intéressantes à valoriser pour nous, même si c'est des données qui ont été stoppées dans les années 2005, etc. Ça peut être des données intéressantes. Donc on va quand même si aujourd'hui on va essayer de moderniser cette carte, on a quand même des données qui peuvent être anciennes. Donc il suffit d'aller chercher un réseau, de cliquer sur le point, et puis on va pouvoir voir la donnée, ça c'est la dernière, voir toutes les données qui sont disponibles sur ce point, avec les métadonnées du point, et puis si on veut, on peut exporter ces données pour les récupérer. Donc elles sont libres d'accès, elles sont téléchargeables. Alors quand on a beaucoup de données, beaucoup de points téléchargés, il faut mieux nous demander parce que ça devient très compliqué. Mais on a quand même quelque chose qui est exploitable. Alors,
Ça marche. Et donc, on a des données produites en externe, donc qu'on intègre au réseau RAD, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et puis, on a aussi des données qui viennent alimenter d'autres bases. Notre réseau RAD, on a un petit outil cartographique, mais qui n'est pas bien développé. Mais on a aussi des SIG, ABMO, au syndicat de bassin de l'Elorn, et on obtient pas mal de données aujourd'hui, de plus en plus de données cartographiques qui sont effectivement très intéressantes à valoriser. On a aussi, sous un autre aspect, on a des données qui sont libres d'accès, avec des bases de données sur l'eau, la base OSUR, qui est une base interrégionale pilotée par l'agence de l'eau, si je ne m'abuse. Oui. On a des bases, par exemple la base Surval, qui est une base qui est pilotée par Ifremer. Ces bases de données sont d'accès plus ou moins facile. La base OSUR, pour récupérer des données qu'on veut, elle n'est pas toujours facile et pas toujours évidente à aller chercher, parce que l'outil moi je trouve que l'outil est pas super pratique, l'outil de sélection. Et puis la base Surval, ce qu'on a sur Ifremer, c'est que parfois les données sont un petit peu vieilles. Alors j'ai regardé il n'y a pas longtemps, elles sont récentes, donc je dis des bêtises, mais parfois on peut avoir des délais assez importants entre les différentes périodes de mise à jour de ces bases de données, et c'est pas toujours évident, parce que des fois on a besoin de données assez récentes pour analyser par exemple des cas de pollution de zones conchylicoles par exemple. C'est pas toujours évident à aller chercher. Et puis on a des données d'accès restreint. Par exemple, il y en a une qui vient de nous être transmise, ça faisait des années qu'on l'attendait. C'est par exemple sur chaque bassin versant les achats de pesticides, tous utilisateurs confondus, par molécule. Ça c'est très important, ça peut aussi nous aider à travailler ces questions-là. Par contre, elle n'est pas libre d'accès, elle n'est pas exploitable, on a dû faire des conventions. On a des listings agricoles qui sont très intéressants, et on a les îles opaques qui sont très intéressants aussi, mais on n'a pas la jonction entre les deux. C'est-à-dire qu'on connaît tous les agriculteurs qui sont sur notre bassin versant, on connaît tous les îles opaques qui sont sur notre bassin versant, mais on ne sait pas quel agriculteur exploite quelle île opaque. Alors ça, il y a un secret de la donnée, un secret de statistique, mais on est des opérateurs de bassin versant, c'est des données dont on a vraiment besoin. Donc effectivement, d'avoir le listing agricole, c'est très intéressant, on ne l'a pas depuis longtemps en plus, puisqu'on a dû se battre et puis batailler pour les avoir. Les îles opaques, on ne les a pas depuis longtemps, je pense que ça fait pas 2 ans qu'on a ces listings, mais on a vraiment besoin parfois de croiser ces deux listings. Et on n'a pas le droit de le faire, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment prégnant pour nous. Et puis en fin d'accès restreint, on a les couches hygiène, là on n'a pas de souci, parce qu'avec les conventions au niveau régional et départemental que la région et les départements ont avec IGN, on arrive à avoir les couches gratuitement, et ça c'est quelque chose d'intéressant. Si on pouvait le faire aussi sur les données Météo France, ça serait pas mal. Puisque les données Météo France, il y en a un certain nombre qui sont gratuites, mais quand on veut avoir des historiques de la donnée, il faut aller les chercher, elles sont payantes. Bon. À l'atelier 2 tout à l'heure. Voilà, j'irai à l'atelier 2. Non, je suis à l'atelier 1. Et puis après, on a des données qui sont inaccessibles ou très difficilement récupérables et que l'on aimerait avoir. J'ai parlé de croisement listing agricole avec les îles opaques. On a des données de radioactivité qu'on voudrait utiliser, nous, notamment avec la Marine nationale. C'est pas facile à avoir. Et puis il y a une base de données à Ifremer qui s'appelle Cadrige, qui est la base de données interne à Ifremer de la base dont je parlais sur Val tout à l'heure, qui elle est à jour en permanence. Et celle-là, on n'arrive pas à y être, mais bon, on désespère pas. Voilà. Et donc oui, j'ai oublié une série de données les plus complexes à récupérer, qui sont les données à collecter auprès des différents acteurs, qui sont de disponibilité très variable, parce qu'elles sont soit il n'y a pas de base de données sur ces données-là, ou soit les bases sont inaccessibles. Et puis, donc, c'est des informations qu'on a à collecter auprès de collectivités, de services de l'État, etc., sur les services publics d'assainissement non collectif, sur les contrôles d'assainissement, sur les zones d'activité, sur l'urbanisme. Donc ça, il faut qu'on aille les chercher en permanence sur notre territoire, très régulièrement. Elles sont pas faciles du tout à récupérer. Il y a tout un tas de données, notamment pour l'avancement du sage, qui sont récupérées, je dirais, à la main, comme ça.
Et puis tout un tas de données aussi à récupérer auprès de professionnels ou d'associatifs. Alors ici, je vous ai mis l'indice d'abondance moyen du saumon sur les lorgnes, mais on a tout un tas d'autres données qui sont qu'on a beaucoup de mal à récupérer parce qu'elles sont dispersées, énormément dispersées sur les communes, sur des acteurs, etc. Donc ça, c'est, je dirais, c'est le plus lourd du travail qu'on a à faire quand on doit gérer de la donnée. C'est récupérer et valoriser des données qui sont a priori non disponibles sur nos territoires. Voilà. En conclusion, je dirais quand même que la collecte de données est quand même beaucoup plus facile aujourd'hui dans les années 2010 que dans les années 90-2000, parce qu'on a une multiplicité des sources Internet. Que ce soit au niveau européen ou national, au niveau interrégional ou régional, au niveau local, on a aussi des données qui sont intéressantes et récupérables. Parfois, la multiplicité des sources, trop d'informations tue l'information, je peux le dire, mais c'est vrai que parfois on a du mal à savoir quelles données sont les plus intéressantes. Enfin, c'est aussi un petit peu compliqué. On n'a pas d'automatisation de transfert, donc parfois récupérer des données sur des bases de données d'Ifremer, de l'agence de l'eau, etc. Après les mettre sur nos propres bases de données, sur nos sites, ça génère pas mal de travail. Donc l'automatisation des transferts de données, c'est quelque chose qui est très certainement à travailler dans l'avenir. Je parlais tout à l'heure de la lourdeur de certains protocoles de sélection des données qu'il faudrait très certainement retravailler. Alors pour nous qui sommes des opérateurs bassin versant, c'est déjà compliqué. Alors j'imagine que pour du grand public, ça doit être carrément impossible. Et puis voilà, des données qui ne sont pas disponibles. Alors par exemple, on a des données sur les captages d'eau souterraine. On a une base de données nationale, je crois qu'il s'appelle ADES. Je dis des bêtises, c'est ça, qui nous donne tous tous les forages qui sont identifiés sur le territoire national, et ça va vraiment à des échelles très petites. Mais par contre, la plupart du temps, la donnée, elle est peu ou pas renseignée. On sait qu'il y a un forage, mais on sait pas. On sait quel est l'exploitant parfois. Enfin, la plupart du temps, je crois, je ne vais pas dire des bêtises, mais bien souvent, on ne connaît pas l'utilisation, on ne connaît pas les débits, etc. Donc, c'est très difficile à valoriser comme données, par exemple, sur un bassin versant, pour savoir l'impact de l'eau souterraine sur nos bassins versants, notamment sur des questions liées à l'agriculture, l'élevage et au niveau des nappes, etc. Donc, c'est pas toujours évident. Et puis donc la nécessité de récolter directement certaines données, ce qui peut être très prenant en termes de temps de travail. Et on a des évolutions de réseau, de points, de paramètres qui sont parfois difficiles parce qu'on a la directive cadre sur l'eau par exemple qui est arrivée avec des enjeux différents, des enjeux qui étaient les enjeux précédents. On a des points qui deviennent obsolètes, qui disparaissent, des paramètres qui changent un petit peu, des réseaux qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Donc c'est toujours difficile de garder à jour des bases de données à partir des différents réseaux qu'on récupère. Et les nôtres évoluent aussi parce que c'est très cher de produire de la donnée. Les données dans les labos, c'est excessivement cher. Une analyse pesticides assez complète, c'est autour de 400 €, je dirais, pour un point, pour un jour donné. Donc vous voyez, quand on a 30 points avec beaucoup de prélèvements, ça peut devenir très cher, très rapidement. Et enfin, donc je dirais que tout ça, ça rend quand même, c'est beaucoup plus facile, mais toutes ces questions-là rendent quand même encore difficile et périlleux l'exercice essentiel de la collecte de données, en tout cas essentiel pour nous, opérateurs de bassin versant. Je vous remercie.